Question, je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous les bienvenus. Question, Carole, est-ce que nous commençons ou on attend un petit moment encore? On commence. On commence. Bon, mais écoutez, monsieur le député, vous étiez connecté ou même peut-être entendu, on a fait un petit tour de table avec, oui. avec les entreprises ici présentes. Bon, en introduction, dire qu'on est dans une semaine importante, Michel Bossy, puisque tu en parlais, nous sommes dans la semaine européenne des CCI, et donc l'ouverture a eu lieu hier soir. Alors, en time to market, on est vraiment extraordinaire, parce que ouverture hier soir et ce matin, donc nous lançons une action auprès de notre territoire et sur notre territoire d'Occitanie. Simplement vous dire que l'Europe et les chambres de commerce, c'est une vieille belle histoire, d'accord, et que l'on nous renouvelle périodiquement. Vous savez qu'on fait partie nous, la CCI Occitanie, du réseau Entreprise Europe, et on est même coordinateur de cette initiative et de ce dispositif, à la fois pour la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, à quoi ça sert ce dispositif, si vous voulez, Entreprise Europe? C'est premièrement soutenir les entreprises dans leur démarche d'innovation et d'internationalisation. C'est un dispositif qui a été mis en place par la Commission européenne. Et aussi, il y a un retour, c'est faire entendre la voix des entreprises. Je crois qu'on se dit toujours qu'on aimerait que nos politiques évoluent des fois un peu différemment. Ben, si on veut que ça soit le cas, ben, il faut faire entendre notre voix. Vous dire que, bien sûr, on accompagne les entreprises dans la recherche de financement sur des projets innovants. Et dans les projets innovants, il y a bien sûr le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est bien sûr l'hydrogène. Sur quelques petits éléments sur EEN, présidé par mon ami Michel Bossy, pour vous dire qu'en 2020, nous avons accompagné 438 entreprises. Nous avons mené 230 rendez-vous transnationaux, virtuels bien sûr, Covid oblige. 17 contrats de partenariat ont été signés avec des acteurs dans différents pays et nous avons fait participer 400 personnes aux différents événements. Alors, point important, on le sait tous, on a un vrai problème de réchauffement climatique, donc on a un vrai problème aussi de dépendance énergétique de temps en temps, vous le savez, et donc est apparu l'hydrogène, vous le savez mieux que moi, comme étant un acteur majeur, pouvant apporter des solutions à cette problématique. Alors, hydrogène, vous connaissez, alors je suis ingénieur de formation, mais vous le pratiquez mieux que moi. Donc, derrière l'hydrogène, il y a bien sûr la capacité à être stocké. Le stockage est fondamental dans l'énergie, hein, donc on en parlait juste un peu avant. La capacité à être produit, donc à partir de l'eau et de biomasse, ça me paraît relativement important en termes de sources de production. Et bien sûr, la capacité à entrer dans tout élément de mobilité, on en a parlé, hein, grâce à des piles à combustible. Et donc tout ça, si vous voulez, et même dans des processus industriels, évidemment avec une alternative décarbonée à tous ces processus et à tous les engins de mobilité que nous utilisons. Alors vous dire que, bien sûr, monsieur le député, la France a une expertise particulière dans le monde de l'hydrogène. Et puis, si je suis un peu pas chauvin, mais si je regarde un petit peu cette belle région Occitanie, et j'ai la chance de présider cette chambre de commerce, je dis que cette région est particulièrement engagée dans l'hydrogène. Le conseil régional, d'ailleurs, nous suit là-dessus avec, vous savez, un programme de 150 millions d'euros d'aide jusqu'à 2030. Il y a bien sûr toutes les aides que vous connaissez, qu'elles soient européennes ou nationales, en termes de plan de relance. Et j'aimerais vous dire que si on regarde de l'hydrogène, et c'était le tour de table que je faisais juste avant que vous arriviez, nous avons sur ce territoire des représentants de la production. D'accord ? La production de l'hydrogène, et j'y reviendrai. Nous avons sur ce territoire, en termes de mobilité, des gens qui savent faire des voitures et des bus en hydrogène. Nous avons sur ce territoire une initiative autour du train à hydrogène, c'est chez nous que ça se fait, et nous avons aussi sur ce territoire une initiative autour de l'avion à hydrogène. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a pris en main cette technologie, on s'est emparé de cette technologie en vue à la fois, si vous voulez, ou de cette ressource, de la produire et d'autre part de l'utiliser dans des applications de mobilité. Alors le bus, c'est Safra, vous le savez, à Albi. Je salue aussi Everipol aussi. Alors vous donnerez votre prononciation si vous voulez bien, monsieur, parce que vous y êtes aussi pour beaucoup là-dessus, avec l'initiative que vous avez eue avec cette SM Albi. Donc le train, c'est à Tarbes que ça se fait. Vous savez que nous avons une initiative d'un train régional à hydrogène sur une ligne entre Montrégeau et Luchon, et on le fait avec nos amis d'Alstom. Donc sur Toulouse, bien sûr, c'est l'avion à hydrogène, mais pas que, puisqu'à Perpignan, nous avons aussi Aéron.
donc dont le représentant est ici présent, où nous travaillons sur l'avion à hydrogène, et bien sûr sur la production d'hydrogène. Nous avons une initiative à Rodez représentée par M. Bralé et la société Bralé qui va se présenter. Et puis on a une grosse initiative sur les énergies vertes à Port-la-Nouvelle, où à la fois, si vous voulez, vous savez qu'on est déjà un pôle d'énergie verte avec les éoliennes, avec l'éolien offshore, mais aussi, si vous voulez, avec ces éoliennes qui vont alimenter en énergie verte la production d'hydrogène. Et je voulais saluer aussi la société CARE, que vous connaissez, qui participe à ces initiatives. Voilà pour cette introduction. Donc voilà, l'hydrogène important, l'hydrogène on y croit, l'hydrogène on a des compétences et on a des gens motivés pour y aller. On a besoin simplement de nous aider dans nos initiatives, de nous faire connaître. Et je n'oublie pas le magnifique travail qui a été fait par Didier Gardinal, membre du CESE, et donc avec ce rapport et qui dit que l'hydrogène vert, c'est un investissement pour l'avenir, on y croit beaucoup. Merci à vous, monsieur le député, merci à Michel Bossy, merci aux entreprises et aux collaborateurs qui ont permis d'organiser cette belle conférence. Voilà de mon côté pour cette introduction. Michel, je pense que c'est toi qui as le micro maintenant, si j'ai bien compris. Merci Alain pour cette introduction très complète. Bon, je ne pense pas que j'ai grand-chose à rajouter par rapport à tout ce que tu as dit. Ce qu'on va faire, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, il était prévu qu'on fasse un tour de table donc, pour François-Xavier Bellamy, pour qu'il sache un petit peu à qui il a affaire. Tu l'as fait un peu avant, Alain, mais si ça ne te gêne pas, on va le refaire rapidement. Je vais demander donc aux interlocuteurs de se présenter, ceux qui vont intervenir, c'est-à-dire notre ami Christian Bralé, ensuite Jérôme Billeret qui représente CARE, et Loïc Lemaître donc, qui représente Aéron, et bien sûr Jean-Michel Boite qui représente donc Evripol. Donc je passe la parole en premier à Christian. Désolé Christian de te faire répéter ce que tu as dit tout à l'heure. Michel, un tout petit point si tu veux bien. Tu sais que j'ai un bureau de CCI France actuellement, donc je vous quitte et j'espère vous retrouver un petit peu à la conclusion. Mais écoute, merci beaucoup Alain, mais on va prendre la suite sans souci. Et merci à toi d'avoir pu te rendre disponible. Monsieur le député, voilà. Au revoir. Messieurs les entrepreneurs, au revoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Salut Alain. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bossy, j'ai suivi tout à l'heure le petit tour de table. Je ne sais pas s'il était complet, mais j'avais eu aussi la liste des participants. Donc, c'est comme vous préférez. Hein. Si vous voulez, on peut rentrer dans le vif du sujet, comme vous préférez. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'à ce moment-là, si vous avez suivi le tour de table, donc à ce moment-là, je vais vous passer directement la parole. Bon, moi, je vais me présenter quand même, parce qu'on n'a pas le plaisir de se connaître. Donc, moi, je suis président de la CCI du Tarn, si vous voulez, très investi sur les sujets de l'hydrogène, comme l'a dit Jean-Michel Boite tout à l'heure, depuis plus de 10 ans, puisque nous avions créé Evripol ensemble, et investi aussi sur les sujets européens, parce que je préside la commission des affaires européennes que nous avons créée au sein de la CCI de région, à l'époque Midi-Pyrénées, maintenant Occitanie, si vous voulez, pour accompagner les entreprises aux côtés donc d'Europe Entreprise Network, du réseau EN, dans leurs différents besoins. Nous avons eu l'occasion d'accompagner à Bruxelles un certain nombre d'entreprises, mais on était vraiment dans du concret en ce qui nous concernait pour accompagner les entreprises, pour régler des problèmes, que ce soit réglementaires ou des problèmes de business avec d'autres pays. Bon, bref, on a rencontré je vois qu'Émilie me fait un petit message, mais si ma caméra est allumée, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Donc, on a accompagné pas mal d'entreprises, je vous le disais, sur des sujets à la fois réglementaires et d'autres sujets pour rencontrer soit des parlementaires européens qui nous ont, pour mener des actions de lobbying, soit directement des directions générales, la DG Transport, la DG Grove, bref, beaucoup de directions générales, pour essayer de passer un certain nombre de messages, notamment à l'époque avec Rich, sur des problèmes de transport transfrontaliers au niveau des pays européens. Bon, bref, un gros travail qui a été mené où on a réussi à régler un certain nombre de sujets. Voilà, on a aussi accompagné des entreprises sur des problématiques de dispositifs médicaux. Vous avez connu ça. Et hier, je posais une question justement à notre ministre Clément Beaune pour lui dire que c'était un gros problème sur nos territoires en France, ces problèmes d'EDM qui ne sont pas complètement réglés. Voilà, donc on va creuser tout ça, on poursuit nos actions. Voilà, c'était simplement pour ne pas prendre trop de temps pour me présenter et présenter les équipes qui travaillent derrière, si vous voulez. Donc de belles équipes derrière EEN qui ont l'habitude d'accompagner les entreprises. Voilà, je vais vous laisser, si vous le voulez bien,
Monsieur le député, la parole pour votre intervention. Et ensuite, on repassera la parole à Flavien Solaire qui, lui, fera une petite coordination des différents intervenants. Flavien et je dirais le permanent qui nous accompagne au niveau de tous nos sujets hydrogène sur la CCI Occitanie et qui connaît bien les entreprises qui sont autour aussi de la table. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui et à vous. Merci à vous, merci infiniment. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir évoquer cette question vraiment importante et stratégique de l'hydrogène, de pouvoir en parler aussi avec des acteurs de terrain. Et je sais qu'au sein de la CCI, c'est le travail que vous faites qui est le travail décisif. On voit bien qu'on est devant un problème global qui est la question climatique, qui est une question mondiale, pas seulement européenne, mais c'est une question structurante pour l'économie mondiale. Et en même temps, je crois qu'à des questions globales, on peut apporter des réponses qui viennent aussi du terrain, qui sont des réponses concrètes, qui ont une ambition forte, mais qui sont en même temps profondément enracinées dans les réalités économiques des territoires singuliers que vous représentez. Et je pense que de ce point de vue-là, les CCI ont évidemment tout leur rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle j'étais très heureux d'accepter cette invitation et de pouvoir échanger avec vous. Alors, je vais être assez bref parce que je pense que le plus intéressant, c'est qu'on puisse échanger. Et par ailleurs, la journée est un peu chamboulée de mon côté, donc je pourrais pas rester très longtemps. Mais je voulais vraiment aller à l'essentiel et vous parler un peu de ce qu'on fait aujourd'hui au plan européen sur la question de l'hydrogène. Vous présenter les grands éléments de la question telle qu'elle est traitée aujourd'hui au Parlement européen et par la Commission européenne. Et puis ensuite, peut-être, le plus important, c'est qu'on parle de vos questions, mais aussi de vos contributions, de vos idées, de l'expérience que vous souhaiterez partager. Donc, comme vous savez, la question de l'hydrogène, elle s'inscrit dans une stratégie plus globale pour l'Union européenne, qui est celle du Green Deal. Le Green Deal, c'est le pacte vert pour l'Europe que la présidente de la Commission a présenté dès son investiture en juillet 2019. Il s'agit d'un projet très ambitieux pour opérer la transition écologique de l'Union européenne. Ça me paraît être effectivement un enjeu majeur et cet enjeu, il est central, on peut le dire aujourd'hui, dans les politiques européennes d'une manière très générale. Derrière le Green Deal, il y a des questions aussi variées que l'industrie, l'énergie, mais aussi, bien sûr, l'urbanisme, l'architecture, la recherche, le développement, toutes les politiques sur les questions scientifiques ou universitaires. Et puis, à mon avis, il devrait y avoir beaucoup plus les politiques commerciales avec la question de l'inclusion carbone, et j'y reviendrai pour conclure. Dans le Green Deal, on a donc tout un ensemble de dispositifs qui ont pour but de permettre d'assurer cette transition environnementale, en sachant que les pays européens partent de points de départ qui sont extrêmement différents, comme vous le savez, puisque un pays comme la France a un mix énergétique, par exemple, qui est déjà relativement assez fortement décarboné, alors que d'autres pays, comme la Pologne, par exemple, sont héritiers du modèle soviétique et sont encore très dépendants du charbon, par exemple, d'autres énergies fossiles comme le gaz. L'Allemagne est dans une position particulière, vous le savez tous, puisqu'elle a choisi de sortir du nucléaire et donc elle a maintenant une dépendance assez forte, notamment au gaz, en même temps qu'une politique assez affirmée sur les questions d'énergie renouvelable. Mais on voit avec les débats actuels sur le gazoduc de Nord Stream 2 que la question du gaz est en suspens. Tout ça est important pour la question de l'hydrogène, donc je dessine le paysage global. Dans ce contexte du Green Deal, du pacte vert européen, la Commission européenne a déposé le 11 décembre 2019 sa stratégie globale pour la croissance durable, c'est l'expression exacte, dans tous ces domaines d'action de l'Union européenne. Et à l'intérieur de cette stratégie, il y a évidemment une stratégie sur l'hydrogène avec une insistance forte sur les réseaux de distribution d'hydrogène et sur la fabrication de piles à combustible. Cette stratégie hydrogène, elle a pour but de développer la production d'hydrogène propre pour pouvoir décarboner progressivement des secteurs, notamment la question du transport, qui est une question cruciale. Je crois que c'est le président qui le disait tout à l'heure, l'hydrogène est une énergie qui est connue, plus exactement, ça n'est pas précisément une énergie, c'est un vecteur énergétique, plus qu'une énergie en tant que telle, en effet. Et la question se pose aujourd'hui de savoir sur quel mode de production, d'abord, c'est la première question qu'il faut se poser, sur quel mode de production d'hydrogène on va capitaliser. Aujourd'hui,
L'essentiel de l'hydrogène produit dans l'Union européenne, c'est 96% de l'hydrogène produit dans l'Union européenne, se fait à partir de l'électrolyse du gaz naturel. Donc en fait de l'hydrogène à partir du gaz naturel, c'est ce que la Commission appelle l'hydrogène gris, c'est ce qu'on appelle aussi parfois l'hydrogène bas carbone. C'est pas une énergie décarbonée puisque on le fait à partir du gaz, donc c'est une énergie qui mobilise du gaz. Ça n'est pas à proprement parler de l'hydrogène décarboné. L'hydrogène gris, c'est l'hydrogène fait à partir du gaz, alors que l'hydrogène produit à partir de l'électrolyse de l'eau, sur lequel les piles à combustible, sur lesquels la Commission voudrait insister et investir massivement, c'est celui qu'on appellera l'hydrogène vert. Donc on a, vous voyez, des sources d'hydrogène qui sont diverses. Et au fond, c'est sur l'hydrogène vert que la stratégie de l'Union européenne va massivement se concentrer. Il y a une étude très intéressante de l'AIE qui a été publiée en 2019 et qui montre que si on voulait produire en hydrogène vert tout ce qui est actuellement produit en hydrogène à partir de gaz naturel, il faudrait en réalité mobiliser une production d'électricité supérieure à la production d'électricité annuelle de toute l'Union européenne. Donc on voit qu'on est devant un défi technique gigantesque, parce qu'il est tout à fait évident que le fait de remplacer en quelque sorte l'hydrogène gris par l'hydrogène vert ne fera pas disparaître les besoins d'électricité qui existent évidemment et qui vont continuer de se développer avec le développement de l'Union européenne, avec la croissance européenne. La demande en électricité ne va pas baisser, donc il va falloir en réalité augmenter massivement les capacités énergétiques sur l'électricité pour pouvoir produire de l'hydrogène renouvelable et remplacer l'hydrogène vert par de l'hydrogène, remplacer l'hydrogène gris par de l'hydrogène entièrement renouvelable. Donc la Commission a prévu dans sa stratégie hydrogène une transition jusqu'à 2050 et basiquement elle doit se conduire en 3 étapes. Entre 2020 et 2024, l'Union européenne veut soutenir l'installation d'une capacité d'au moins 6 gigawatts d'électrolyseurs. Donc c'est évidemment un premier pas pour pouvoir produire de l'hydrogène renouvelable dans l'Union européenne avec un objectif de 1 million de tonnes d'hydrogène renouvelable produites à horizon 2024. Entre 2025 et 2030, l'hydrogène va faire partie du système énergétique intégré de l'Union européenne avec une capacité d'au moins 40 gigawatts d'électrolyseurs. Et le but, c'est en 2030 la production de 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable dans l'Union européenne. Et entre 2030 et 2050, on imagine que les technologies qui utilisent l'hydrogène renouvelable, je pense en particulier par exemple au secteur du transport, seront arrivées à leur maturité et pourront être déployées à grande échelle dans tous les secteurs qui sont difficiles à décarboner, comme effectivement celui des circulations des transports. Donc la Commission a pour but d'investir massivement parce que l'un des enjeux fondamentaux, c'est de réussir à rendre l'hydrogène vert compétitif. Évidemment, on ne peut pas s'arrêter à un hydrogène trop cher. Et aujourd'hui, l'hydrogène d'origine fossile, l'hydrogène gris, il est estimé à 1,50 € le kilo, alors que l'hydrogène vert est à 5,50 €. Le décalage est tel qu'il est évident que l'hydrogène à partir du renouvelable ne peut pas être actuellement compétitif. Donc, on a vraiment un défi majeur. En ce sens, il y a une alliance à construire avec tous les acteurs clés du secteur. Et le 8 juillet 2020, la Commission a lancé sa proposition pour mettre autour de la table tous ceux qui sont concernés, les États membres, les régions, mais aussi bien sûr les entreprises. C'est fondamental. Les entreprises sont les premiers acteurs de cette transition, la société civile, et puis évidemment le monde de la science, de la recherche, les spécialistes de l'hydrogène, tous ceux qui travaillent dans la recherche et l'innovation. La Banque européenne d'investissement est évidemment partie aussi à cette alliance européenne pour l'hydrogène propre. Voilà donc la stratégie hydrogène en général. Je termine en vous citant les quelques textes qui sont directement en jeu dans cette stratégie. Le plan de relance dont vous entendez beaucoup parler en ce moment, ce plan de relance de 750 milliards d'euros, pardonnez-moi, doit être consacré pour un peu moins de 40% à des dépenses qui sont liées à la transition écologique. Donc, évidemment, cette stratégie hydrogène fera partie des financements possibles. On a deuxièmement le sujet des réseaux de transport d'énergie.
Donc ça, c'est le dossier TEN-I, qui est un dossier majeur pour l'hydrogène, puisqu'il s'agit de financer les infrastructures de transport d'hydrogène. Aujourd'hui, c'est un texte qui est très orienté vers les projets d'énergie renouvelable, notamment ceux qui sont partagés entre plusieurs pays. Je pense en particulier aux plateformes éoliennes offshore. Et puis, il y a cette question très sensible, très discutée au Parlement européen, du lien entre les infrastructures gazières et les infrastructures hydrogène. Sur ce sujet-là, la France, n'ayant pas peur de le dire, est un peu isolée, puisque nous sommes moins dépendants du gaz du fait du nucléaire, et donc nous avons un regard peut-être un peu différent de la plupart de nos partenaires européens sur ce sujet. La directive énergie renouvelable, qui est appelée la directive RED 3, va prendre en compte, puisqu'elle va être repensée, revisitée à horizon 2022, cette question de l'hydrogène. On a aussi la taxonomie, le règlement européen sur la taxonomie. Vous en avez certainement entendu parler. La taxonomie, c'est le règlement qui va déterminer la liste de toutes les énergies qui pourront être considérées comme étant des énergies durables et donc susceptibles d'être financées par des investissements d'État ou bien de faire l'objet de défiscalisation vis-à-vis de la puissance publique. Donc, la taxonomie vient de connaître son premier acte délégué qui a été publié le 21 avril. Cet acte délégué ne contient pas l'énergie nucléaire, à notre grand regret, parce que moi je me suis beaucoup battu sur ce sujet. Je crois que le nucléaire est, en particulier, si on veut intensifier notre production d'hydrogène vert, un atout indispensable. On ne peut pas faire sans le nucléaire si on veut augmenter la production d'électricité d'une manière qui soit décarbonée, donc conforme à nos objectifs. Le grand paradoxe, c'est que si on se met à produire de l'électricité qui n'est pas durable, qui n'est pas décarbonée pour fabriquer de l'hydrogène, eh bien, en réalité, on aura de toute évidence manqué le but climatique qu'on s'était donné à nous-mêmes. Et puis enfin, nous avons un rapport au Parlement qui est un rapport d'initiative du Parlement européen, le rapport Gaillard, qui a été adopté le 18 mars en commission d'industrie sur la stratégie européenne pour l'hydrogène. Donc on a voilà, ces différents textes qui, d'une manière globale, dessinent cette stratégie européenne pour l'hydrogène. Je termine en vous disant que cette stratégie européenne, à mon avis, elle a encore un manque, elle a un point aveugle sur lequel, avec toute notre délégation, nous sommes très fortement engagés. On essaye de relayer de ce point de vue-là, avec toute notre famille politique, un message commun sur ce sujet qui est fondamental. Et je sais que c'est un sujet qui est à la fois global, européen, mais qui est aussi local, régional. Et donc, dans notre unité, notre famille politique se fait l'avocate de cette priorité que je crois fondamentale, qui est le rééquilibrage de la mondialisation. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, les entreprises que vous êtes doivent faire avec des contraintes qui sont toujours plus complexes sur le plan environnemental. Et c'est légitime parce que nous croyons que le défi environnemental est un défi majeur pour notre avenir et vous y participez. Et donc, de ce point de vue-là, il est parfaitement clair que nous sommes conscients de la nécessité d'évoluer dans nos manières de produire, dans nos manières de développer, dans nos manières de consommer. Mais tout cela n'a pas de sens si, simultanément, on laisse nos entreprises face à une compétition mondiale qui ne respecte pas les mêmes règles. Si les produits que vous développez en suivant des règles exigeantes se retrouvent confrontés sur les marchés européens à travers, par exemple, une politique commerciale d'ouverture, à travers des accords de libre-échange avec des produits qui sont développés sans respecter les mêmes règles, alors il est évident que l'Europe organise autour de vous une concurrence déloyale dont vous payez le prix et qui fragilise notre stratégie environnementale elle-même. Parce que si nous nous fixons à nous-mêmes des règles de plus en plus exigeantes en laissant la production mondiale sans aucune espèce d'équilibre venir faire concurrence à nos propres productions, en réalité, nous n'aurons pas résolu le problème écologique, nous aurons seulement réussi à rendre plus compétitive une production extra-européenne qui ne répond pas aux standards que nous nous fixons et qui, de fait, du coup, n'est pas favorable à l'environnement. Donc, on se retrouve dans cette stratégie un peu étrange. Moi, je crois à la concurrence, je crois au libre marché. Je pense par ailleurs que nos entreprises ont des qualités remarquables et qu'elles sont capables de rayonner évidemment en Europe et dans le monde, qu'elles sont capables en particulier d'exporter. Ce que je dis simplement, c'est que nous devons recréer des conditions de concurrence équitables. Nous devons reconstruire un terrain plat, le fameux level playing field dont on parle beaucoup à Bruxelles. Aujourd'hui, je crois qu'il est endommagé en particulier par l'incohérence entre les règles que nous imposons sur le marché intérieur et celles qui sont pratiquées lorsqu'il s'agit de notre politique commerciale. C'est cette incohérence-là, je crois qu'il est urgent
de résoudre, et ce sera vrai en particulier pour pouvoir favoriser le développement de la filière hydrogène, parce que si on ne le fait pas, on ne créera pas les conditions de cette compétitivité de l'hydrogène vert. On peut le faire avec des investissements, on peut le faire avec de la recherche, on peut le faire avec des financements publics massifs, mais il faudra bien sûr aussi le faire en créant les conditions de cette concurrence équitable. C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu de manière très vigoureuse la création d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Le principe est très simple, c'est que ceux qui produisent en Europe doivent s'acquitter d'une contribution pour le carbone qu'ils émettent dans leur mode de production. Eh bien, il faut que ceux qui veulent importer en Europe aient aussi à s'acquitter de cette contribution carbone. Et de cette manière-là, on rend aussi un service à l'environnement de manière globale, puisqu'on pousse les grands acteurs mondiaux à devenir plus vertueux dans leur mode de production, et on crée aussi, ailleurs dans le monde, des écosystèmes économiques favorables au développement de l'hydrogène, puisque ça fournit évidemment une incitation financière immédiate à décarboner la production, et on sait que l'hydrogène sera un outil absolument décisif pour ça. Voilà, pardonnez-moi, j'ai déjà été un peu trop long, mais je serais très heureux maintenant de pouvoir partir de vos questions, de vos réflexions. Merci encore en tous les cas pour cette occasion d'échanger que vous nous donnez ce matin. François-Xavier, monsieur le député, merci beaucoup pour cette intervention. Bon, vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de la table qui sont déjà, je dirais, bien dans le sujet hydrogène. Donc, merci de nous avoir apporté certaines autres précisions. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe de suite. J'ai cru comprendre tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez un impératif horaire. Vous êtes avec nous jusqu'à quelle heure à peu près? Si c'est possible, jusqu'à 11h30, s'il faut un peu plus longtemps, prenons notre temps, bien sûr. Hein, mais, ce que je souhaiterais, c'est que les entreprises qui sont autour de la table, vous comprenez, qui sont très impliquées sur le sujet de l'hydrogène, ont quelques questions à vous poser. Donc, je souhaiterais qu'on puisse voilà, à la fois les poser et que vous puissiez y répondre. Donc, on va passer la parole, puisque vous avez entendu les présentations, c'est pas la peine de vous représenter. Donc, Christian Bralet, qui a l'entreprise Bralet, bien sûr, à Aulnay-le-Château, dans ce beau département de l'Aveyron. Je lui laisse la parole et donc il va pouvoir exprimer ce qu'il souhaite vous demander. Oui, bonjour monsieur le député, ravi d'être avec vous. Oui, nous, on a été un des premiers à s'y pencher à notre petite échelle, évidemment, en Aveyron, et depuis 2010, grâce à ma collaboratrice, notre ingénieur Aurélie. On avait fait un projet avec le CEA qui n'a pas abouti, puis après, en 2015, on a eu un projet qui a été validé par l'Europe. Et on avait décidé de faire une station de production et de distribution, qui est en cours de réalisation et qui, aujourd'hui, sont en train de finaliser le relier électrolyseur. Chez nous, chez Bralet, on ne dit pas on va faire, mais on fait. On fait cette station quand même qui va produire et alimenter une centaine de voitures au jour, qui est prête. Je pense que d'ici la semaine prochaine, elle est presque en marche. Mais le problème là qu'on voulait vous poser, c'est qu'il y a deux choses essentielles. Déjà, la station est prête et aujourd'hui, il n'y a pas d'unité de mesure pour négocier à la pompe. On ne sait pas s'il faut vendre cet hydrogène en kilos ou en mètre cube, quoi. Alors, c'est un forfait, alors c'est déjà compliqué. Et puis, second truc majeur, c'est qu'on a la station qui est prête, mais nous, quand on l'avait démarré en 2015, on nous avait dit qu'il y aura des voitures, des camions et de tout. Et aujourd'hui, les camions, les voitures, pour faire livrer une voiture hydrogène, c'est très compliqué, à part les petites Renault équipées de Symbio Fuel Cells jusqu'à maintenant. Et les camions, alors ce qui me chagrine un peu, c'est que les camions en Suisse, on les livre, il y en a déjà 1200 qui sont livrés, et nous on attend. Alors nous les premiers, on voudrait changer les camions, et qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est deux questions fondamentales. Déjà, quand est-ce en France, on peut être sûr d'avoir ces camions qui existent, pourquoi ils ne sont pas livrés en France? Comment est-ce que vous voulez qu'on procède? Est-ce qu'on fait un petit tour de table avec toutes les questions, les remarques, les observations et on fait la synthèse après, ou est-ce que vous voulez que je réponde? Bon, je crois que vous pouvez répondre. Là, on est dans le feu de l'action, on est chaud, allons-y. Eh bien, c'est parfait. Alors, sur le premier sujet, c'est clair qu'il y a un vrai problème de standardisation. On se plaint souvent de l'Europe parce qu'elle fabrique trop de normes, mais là, en l'occurrence, on en a besoin. Et sur la question de l'hydrogène, on n'est pas encore assez avancé sur la détermination de standards communs, notamment en matière de mesures, vous l'avez dit, sur le plan commercial. Donc là, c'est un sujet sur lequel il faut avancer rapidement, et notamment parce qu'il y a évidemment dans la question générale de la recherche, de l'innovation sur l'hydrogène, il y a évidemment un sujet
important qui est celui de la bataille des standards qui se joue entre les différents pôles économiques. Et de ce point de vue-là, l'Europe a vraiment une carte à jouer, mais il faut qu'on avance rapidement pour pouvoir définir des règles communes en matière de production. Alors moi, je suis en commission de l'industrie. Il se trouve que ce sujet-là, il est traité dans la commission du marché intérieur, parce que c'est elle qui a la charge de définir ces règles. Si vous voulez, je peux me renseigner de plus près pour savoir où en sont les choses de ce point de vue-là. Et je peux revenir vers vous, parce que je confesse ne pas avoir de calendrier précis en tête sur ce sujet. Mais si on veut partager nos coordonnées à la fin, ça me permettra de répondre aux questions que je n'aurais pas pu traiter de manière extensive. Sur le deuxième point, là, pour le coup, je vous confesse que il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est pourquoi y a-t-il un retard dans les livraisons, si je comprends bien. Et ça, c'est une question que je ne sais pas traiter. Je ne sais pas si le sujet est français ou s'il est européen. Ce serait intéressant de savoir si on a d'autres éléments de comparaison que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne. Est-ce que c'est un retard qui est dû à des problèmes européens ou est-ce que c'est en France que nous avons un retard? Je comprends qu'il y a un sujet sur la livraison. En revanche, sur le développement du véhicule à hydrogène, c'est clair qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas été aussi rapides que ce qu'on pouvait penser. On a dans la stratégie hydrogène de l'Union européenne, je ne sais pas rappeler tous les détails, je sais que vous connaissez déjà très bien ce sujet, mais il y a dans cette stratégie générale un plan de financement pour promouvoir le véhicule hydrogène. Vous savez qu'en parallèle, l'Union européenne s'est dotée de réglementations extrêmement exigeantes sur le secteur automobile en matière de décarbonation. Et le financement du développement du véhicule à hydrogène, en particulier du camion, fait partie de la stratégie hydrogène de l'Union européenne. Ça, c'est ce qui fera partie de la directive RED 3 dont je vous parlais tout à l'heure, la mise à jour de la directive RED. Donc là, on est au cœur du sujet, parce que vous avez totalement raison, il faut absolument qu'on accélère sur la production. Après, s'il y a un retard sur la livraison, pour le coup, je serais heureux aussi d'en savoir plus pour pouvoir mieux vous répondre. Maintenant, ce qui est certain aussi, c'est que le véhicule à hydrogène ne sera jamais l'outil majeur de la décarbonation du secteur automobile. Aujourd'hui, c'est les Japonais qui sont les plus avancés dans ce domaine-là. Air Liquide, en France, a beaucoup promu le véhicule à hydrogène, mais il est très clair que ça n'est pas de manière évidente ce qui sera l'outil massif de la décarbonation. Aujourd'hui, on s'oriente potentiellement plutôt vers le véhicule électrique, qui pose aussi un certain nombre de questions, bien sûr, mais c'est plutôt la piste qui semble être suivie par les constructeurs. Je pense que sur le camion, en revanche, on a un vrai levier, et c'est là-dessus, sans doute, qu'il faut que l'essentiel des financements puisse se concentrer. Merci beaucoup. Par contre, aussi un problème qu'on a, c'est que nous, la station est prête, comme je vous disais, mais c'est tellement novateur que pour trouver une assurance, je ne sais même pas si on va en trouver une. C'est compliqué. C'est compliqué parce que personne ne veut se mouiller. Alors, il faut ci, il faut ça. L'Adréal ne sait pas trop, personne ne sait rien. Alors, ouais, nous, on a voulu se lancer quand même assez tôt. Et comment on fait? Voilà, quoi. Parce que pour nous, c'est un projet quand même qui va coûter 6 millions d'euros pour une petite entreprise comme nous. C'est quand même grave, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un défi d'être pionnier, de fait, parce que tout l'écosystème autour est encore à créer, et notamment l'écosystème assurantiel, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas encore d'expertise du monde de l'assurance sur ces sujets. Mais là, c'est exactement comme vous avez choisi d'être pionnier, c'est aussi aux différents acteurs économiques d'être à l'initiative. Et il faut en effet que tout le secteur de la finance, d'une manière générale, c'est aussi le problème sur lequel a buté le développement du véhicule à hydrogène, c'est la difficulté du secteur financier à s'engager dans cette filière. Vous avez dû le vivre aussi, j'imagine, sur les sujets de financement. Il faut que sur les questions de finance, sur les sujets d'assurance, ce soit un élément clé. Et de ce point de vue-là, je me permets de dire, le règlement européen sur la taxonomie peut être utile parce que c'est un règlement sur la finance verte. Donc, au fond, c'est un signal. La taxonomie, c'est essentiellement un signal envoyé par la réglementation européenne au secteur de la finance et plus généralement au monde de la banque et de l'assurance. Je pense que si on arrive à construire une taxonomie qui soit cohérente et qui soit claire, encore une fois, je regrette que le premier acte délégué soit trop partial, trop partiel, mais si on arrive à lui donner un second acte délégué qui construise une vision globale, je suis sûr que ce sera un signal fort envoyé au secteur de la finance avec tout ce qui l'implique.
Merci beaucoup. Eh bien, nous comptons sur vous, monsieur le député, pour faire avancer les choses. On va y travailler. On va y Monsieur le travailler. député, ce que je vous propose en termes de méthode, c'est que nous regrouperons un petit peu toutes ces questions et nous les suivrons au niveau de notre, de notre service EN et on fera des allers-retours avec vous pour avoir des questions-réponses comme on a l'habitude de faire. Okay, on va poursuivre. Merci Christian. On va passer la parole à Jérôme Billeret, donc de la société CARE. Donc Jérôme, à toi la parole. Oui, bonjour. Donc, effectivement, je suis le directeur général de l'activité France du groupe CARE. Le groupe CARE, c'est un peu plus de 300 personnes, c'est une présence dans 16 pays. Notre métier, c'est fondamentalement la production d'énergie à partir du renouvelable. Nous exploitons aujourd'hui un peu plus de 500 MW de centrales. Nous sommes en train d'en construire au moins autant, avec un objectif en 2022 de dépasser le gigawatt en service. Et pour nous, le vecteur historique, puisque nous faisons ce métier-là depuis 20, 30, voire pour moi 40 ans, notre vecteur historique, c'est l'électricité. Et l'hydrogène est apparu comme étant une chose assez naturelle, un prolongement assez naturel. Et je parle d'hydrogène vert, donc à partir d'électrons verts. Pour nous, c'est cette logique absolue. Donc, nous avons mis le pied dans ce métier. Et pour rebondir sur ce que disait M. Braley, c'est vrai qu'on a très vite constaté que d'un côté, on avait une problématique de production et d'autre côté, on avait une problématique d'usage. Donc, on est dans un système qu'on pourrait qualifier assez vulgairement de poule et œuf. On ne sait pas bien qui a commencé et qui va commencer, mais en tout cas, il faut résoudre les deux éléments principaux de la chaîne. Et donc, on travaille, nous, de plus en plus dans cette notion d'écosystème, où quand on décide de produire massivement de l'hydrogène, on se préoccupe de savoir comment on va le stocker, le commercialiser. Ça nous paraît essentiel, et donc on travaille forcément sur les usages. Et ça amène à tout un tas de questions, puisque cette démarche dans l'hydrogène, en fait, on s'aperçoit qu'elle a, au niveau français comme au niveau européen, elle n'a pas été si souvent que ça mise en œuvre dans d'autres secteurs. Travailler globalement sur un système aussi complexe que l'énergie, ce n'est pas quelque chose de trivial, et on s'aperçoit que les outils dont on dispose ne sont pas forcément les bons, et quand je parle d'outils, je parle d'outils financiers. Alors, on a aujourd'hui un certain nombre de tiroirs que l'on essaie de mettre en œuvre, des AMI, des AAP, des IPCEI, des machins, des trucs, des bidules, qui sont tous très intéressants, mais on s'aperçoit qu'ils ne se superposent pas très bien. On s'aperçoit que dans certains cas, on a une vision européenne, donc il faut être multipartenaire. On s'aperçoit dans d'autres cas qu'on a le droit que de travailler sur l'amont ou que sur l'aval. Donc là, je pense qu'il y a un vrai effort à faire de mise en phase des différents outils pour passer au stade industriel, parce que vous l'avez rappelé, aujourd'hui, l'hydrogène gris, qui est quelque part un peu notre référence de compétitivité, et je rappelle qu'en France, on est à pas loin d'1 million de tonnes par an d'hydrogène gris. C'est énorme, c'est 1,5 €. L'hydrogène vert, vous avez dit 5,5 €. Nous, on pense qu'en produisant massivement, on peut être un peu en dessous. Ceci dit, on est encore loin des 1,5 €. Et entre les deux, on a quoi? Produire de l'hydrogène, c'est avoir un prix d'électricité bas. Alors, il y a effectivement un aspect CAPEX qui est important, et je vois que beaucoup de systèmes d'aide sont adossés à des investissements, à des efforts de recherche pour baisser les CAPEX. C'est important, mais sur 1 kg d'hydrogène, 60-70%, voire 80% du coût, c'est de l'électricité. Quand on veut produire à partir de l'électrolyse et quand on veut produire de manière vertueuse, que cette électricité d'ailleurs soit nucléaire, puisque vous l'avez rappelé, ou verte, ce qui est notre métier. Donc, on a là un vrai défi, avec quand même un sujet qui est latent, que cet hydrogène vert pourrait demain être produit dans des pays à très bas coût de l'énergie, parce que très bon gisement éolien dans certains pays, très bon gisement solaire dans d'autres pays, et que l'Europe importera son hydrogène. Donc là, on a vraiment un point de vigilance et des leviers à trouver pour produire de manière vertueuse à bas coût.
L'autre aspect, c'est ce qu'évoquait aussi M. Parlet, c'est comment on fait pour avoir des usages des consommateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les camions, ils n'arrivent pas parce qu'ils ne sont pas produits en Europe ou très peu produits en Europe, et que ça reste un amorçage de production, mais les constructeurs européens n'ont quasiment pas d'offres en termes de camions. Les premiers trains, on en parle, mais ils arriveront en 2024 en usage commercial. Je ne vous parle pas des bateaux où aussi c'est très balbutiant. Donc, on a un effort multisecteur. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et les interrogations qu'on peut avoir dans les plans de relance, dans un certain nombre d'outils qui sont en cours aujourd'hui, qui, à mon sens, ne collent pas forcément exactement à notre réalité. Merci Jérôme, monsieur le député. Merci beaucoup. C'est très clair et très précieux d'avoir votre regard. Je vois en effet que je parle à des grands spécialistes de l'hydrogène, donc je suis absolument désolé d'avoir commencé par quelques considérations générales. Je ne savais pas du tout quel était le niveau global d'information de chacun, mais en réalité, je ne vous ai donc rien appris. Ce que je partage avec vous, c'est ce que je disais brièvement. Je partage totalement le sentiment qu'aujourd'hui, on a devant nous un empilement de dispositifs qui sont finalement décorrélés les uns des autres et qui du coup manquent de logique globale et d'efficacité globale. Ça, c'est vraiment un sujet majeur et la Commission a déjà tenté d'y répondre en construisant une stratégie hydrogène. Mais en fait, on se faisait la réflexion avec notre coordinateur sur la question de l'industrie et d'énergie, Christian Heller, qui est en quelque sorte celui qui coordonne le travail de notre groupe au sein de cette commission. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on manque d'une stratégie industrielle d'une manière générale. Parce que finalement, on peut même pas séparer l'énergie de ses usages. Et on peut construire une stratégie hydrogène, encore faut-il qu'elle soit replacée au sein d'une vision énergétique globale et que cette vision énergétique soit elle-même intégrée à la dimension plus large encore d'une stratégie industrielle. Et ça, c'est ce qui nous manque beaucoup. Thierry Breton, vous le savez, a présenté sa stratégie industrielle en mars 2020. C'était au tout début de la crise du coronavirus. Enfin, plus exactement, c'était au moment où la crise atteignait son développement en Europe. C'était, je crois, une semaine avant le premier confinement. Autant vous dire que on est passé un peu à côté de ce sujet. La stratégie industrielle va être actualisée ce mercredi, mais ce dont on a besoin, voilà, c'est d'avoir cette vision globale. Aujourd'hui, l'un des sujets que vous avez touché du doigt, c'est le sujet majeur, c'est la compétitivité de l'hydrogène vert. Et je vous rejoins, on est devant, je le disais dans mon intervention liminaire, on est devant un écart qui ne peut pas permettre que l'hydrogène vert devienne par lui-même compétitif face à l'hydrogène gris. Et vous l'avez dit, l'hydrogène gris, c'est une production très importante, c'est 96% de l'hydrogène produit dans l'Union européenne. Donc, le point de compétitivité, il est très clair, c'est évidemment l'hydrogène gris qui détermine le prix de l'hydrogène aujourd'hui par le caractère massif de sa production. Face à ça, on a plusieurs leviers à employer. On a la question du facteur de charge, du type de solution qu'on va utiliser pour produire de l'hydrogène vert. Moi, je crois que de ce point de vue-là, je me permets de le dire, c'est un sujet très débattu au Parlement européen en ce moment, mais je crois qu'on ne peut pas faire sans le nucléaire, c'est pas possible. On va produire un hydrogène vert compétitif sans mobiliser le levier nucléaire. C'est absolument clé. Évidemment que les renouvelables ont un rôle très important à jouer. Il faut mobiliser une diversité de sources d'énergie, mais on n'arrivera pas à produire en volume suffisamment d'hydrogène vert avec des niveaux de compétitivité réels si on n'utilise pas tous les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition. Une deuxième option, c'est le système ETS. Ça, c'est une option qui est sur la table aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si on peut se l'offrir dans la période de crise qu'on traverse actuellement sur le plan économique, mais on a la perspective, on a en tous les cas des voix qui s'élèvent pour demander la multiplication par 3, parfois jusqu'à 3, du prix du carbone au sein d'ETS, c'est-à-dire le système d'échange de quotas carbone. Moi, il me semble que c'est dangereux parce que, encore une fois, on risque de fragiliser nos activités industrielles
et notre production d'énergie dans un moment où on a besoin, au contraire, de relance, on a besoin de dynamisme, on a besoin de pouvoir se reconstruire face à la concurrence mondiale. Donc, si en tous les cas, on devait passer par une évolution d'ETS, il faudrait que ce soit nécessairement après l'évolution du mécanisme d'ajustement carbone. La création de ce mécanisme d'ajustement carbone devrait permettre, encore une fois, cette cohérence plus grande. Si on le fait avant, ça me paraît être complètement suicidaire. Voilà quelques éléments de réponse aux questions que vous posiez, mais je partage tout. Enfin, c'est moins des questions que des réflexions sur les limites actuelles de l'action européenne sur ce sujet. Et je partage totalement votre diagnostic, bien sûr. Peut-être juste un mot. Donc, je crois beaucoup moi, au mécanisme de carbone. Hein. Pour rappel, le coût du carbone, c'était 5-6 euros il y a 3-4 ans. On est en train d'approcher 50 euros la tonne. Hein. Donc, c'est un effet levier extrêmement important, et en particulier sur les usages industriels. Et puis, je voudrais juste ajouter un mot. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se traiter, je pense, au niveau des États et de l'Europe, parce que l'enjeu est extraordinairement important. Mais je voudrais quand même souligner l'effort particulier qui est fait par la région Occitanie et qui justement cherche à traiter la globalité de la problématique, production, usage et donc ces écosystèmes. Tout à fait, merci Jérôme. Je vois plus. Ah, il est là, monsieur le ministre, monsieur le député, pardon. Effectivement, je voulais insister un petit peu sur ce point. Ce qui est important aussi, vous avez parlé de stratégie industrielle, je crois que c'est très important, mais il faut aussi parler de coordination. Et si vous voulez, dans des régions comme la nôtre, sur lesquelles notre présidente, Carole Delga, était très impliquée sur les sujets de l'hydrogène dès le départ, si vous voulez, il y a eu beaucoup de projets qui sont nés, qui se sont créés. Et je pense qu'il est très, très important de coordonner justement pour faire un lien entre cette production, si vous voulez, ce stockage, le transport et derrière les usages. Voilà, c'est juste ce que on a eu l'occasion déjà de faire des webinaires ensemble, de beaucoup discuter de ça, mais voilà, je voulais vous faire part de cette réflexion. Donc, si vous êtes d'accord, on va passer la parole à Loïc Lemaître de la société Aéron qui travaille sur l'avion hydrogène. Loïc, à toi. Merci. Bonjour, monsieur le député. Alors, j'ai une question qui va un petit peu dans le même sens que mes prédécesseurs. C'est pour structurer la filière hydrogène, on fait souvent intervenir plusieurs acteurs complémentaires. Pour les petites structures qui innovent sur différents aspects de leur projet, avez-vous des solutions pour faciliter l'ensemble des procédures administratives, brevets, demandes de subventions, etc., et rendre leur accès équitable des petites structures versus les grands groupes industriels qui sont toujours les acteurs ensuite, un deuxième aspect qui va dans le même sens, c'est les aspects réglementaires sont souvent une source d'inquiétude pour les innovateurs et peuvent retarder considérablement leurs projets quand on considère les divers échéanciers. Quand une entreprise cumule plusieurs aspects réglementaires sur de grandes innovations, par exemple, réglementation aérienne et réglementation hydrogène, avez-vous prévu quelque chose pour pallier aux contraintes calendaires et ainsi avoir une meilleure visibilité pour les entreprises? Voilà. C'est assez court, mais... Merci beaucoup. On n'avait pas encore parlé de l'avion hydrogène, mais c'est évidemment une perspective très importante pour le secteur aéronautique, et on voit bien dans la situation actuelle, dans la crise de l'industrie aéronautique, c'est aussi une perspective de relance. On se sortira de là par l'investissement, on s'en sortira par des investissements qui permettront de préparer l'avenir. Et je pense que de ce point de vue-là, dans le plan de relance, il faut absolument qu'on mobilise des financements importants sur les sujets que vous travaillez, parce que c'est clairement le levier dont on a besoin pour non pas seulement relancer notre industrie aéronautique, mais la préparer aux défis de demain et d'après-demain, qui sont évidemment les défis cruciaux. Votre question, elle pose en fait 3 questions assez différentes, mais bon, le point commun, c'est la complexité à laquelle vous faites face et le caractère extrêmement coûteux en temps, en énergie, en insécurité juridique et réglementaire de la complexité des réglementations et des normes que vous avez l'obligation d'assumer. C'est évidemment un sujet majeur, mais je reprends les 3 points que vous avez mentionnés. Le premier, c'est la question des brevets. Sur les brevets, on a un vrai sujet de simplification de la dépose des brevets et surtout d'accélération. Aujourd'hui, moi, je suis fasciné de voir que l'innovation va très vite, mais qu'on n'a pas adapté nos processus en matière de dépôt de brevets, pas du tout. Et que par ailleurs, en réalité, le brevet ne protège plus parce que
La vérité, très concrètement, c'est que quelqu'un qui a déposé un brevet et qui a le sentiment que son brevet est en train d'être pillé, avant d'espérer une réponse de la machine judiciaire, en réalité, de toute façon, le mal sera fait. Donc, on se retrouve dans une situation. Moi, j'ai vu plein de patrons de PME, de TI qui font de la recherche, qui font du développement, qui mettent au point des dispositifs innovants, mais qui ne déposent plus de brevets parce que ça prend trop de temps et que ça ne sert plus à rien. Et donc, il me semble qu'on a un travail de fond à faire en mettant autour de la table les entreprises qui sont les premières concernées, parce que les brevets industriels, ils se développent essentiellement dans le monde économique, mais en mettant aussi autour de la table le monde de la recherche, du développement, et puis et bien sûr les autorités administratives compétentes et la justice, parce que je pense qu'il faut qu'on puisse avancer sur ce sujet. C'est un sujet très français, mais pour le coup, il faut qu'on s'améliore. En fait, ce sont des sujets très français, les trois que vous avez évoqués. Le deuxième, c'est celui des subventions. Les subventions sur le plan européen, elles passent par les régions. Donc l'Europe ne délivre elle-même aucune subvention, aucun financement. Et là aussi, moi, ce que je constate, c'est qu'on est mauvais en France. Alors les régions sont assez diverses dans leur efficience, dans leur efficacité sur le plan de la mobilisation des fonds régionaux. Je ne sais pas ce qu'il en est de la région Occitanie. J'ai pas eu l'occasion de regarder les statistiques avant d'échanger avec vous. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la France, c'est le pays européen où le taux de sous-consommation des financements européens est le plus important. Ça veut dire qu'on perçoit des fonds européens, évidemment, on est contributeur net, donc on donne plus qu'on ne perçoit, mais on perçoit malgré tout des fonds qui nous reviennent à travers le FEDER, à travers un certain nombre de financements. On va le voir aussi à travers le plan de relance. Par exemple, 40 milliards d'euros de plan de relance qui vont arriver pour alimenter le plan de relance national. Tout ça passe par les régions. Mais en réalité, une grande partie de cet argent n'est pas dépensé. Et nous sommes les champions d'Europe en matière de non-consommation des fonds européens. C'est-à-dire qu'on perd cet argent, on le renvoie à Bruxelles parce qu'il n'a pas été mobilisé sur le terrain. Et moi, j'ai été de l'autre côté de la barrière. Je n'ai pas eu l'occasion de créer une entreprise, mais j'ai eu l'occasion de présider une association qui travaillait pour l'insertion des jeunes. J'avais une quinzaine de salariés. On a demandé une fois des financements européens, on ne l'a plus jamais refait. C'était tellement un cauchemar que du coup, ça nous a coûté plus d'argent que ça ne nous a vraiment apporté de soutien. Donc là, il y a un problème français, parce que c'est la France en réalité. Ce sont les régions françaises et c'est l'administration française qui est chargée de faire le contrôle de l'exécution des fonds. Alors bien sûr, il ne faudrait pas tomber dans les travers d'autres pays européens où il y a des phénomènes malheureusement de corruption, des phénomènes de dilapidation, de dispersion, de gaspillage des fonds, mais il faut aussi qu'on évite l'excès inverse qui est celui de l'hyper-contrôle, de l'hyper-administration. Une statistique toute simple, en Europe, la moitié des fonctionnaires chargés du contrôle de l'exécution des fonds européens sont français. On est un État membre sur 27 et à nous seuls, on concentre la moitié des fonctionnaires qui sont chargés uniquement de contrôler ceux qui utilisent des fonds européens. Une fois qu'on a dit ça, on a tout compris. Donc, le sujet pour moi, il est clairement là. Et c'est un peu la même chose sur la question de la réglementation. On reproche beaucoup ces normes à l'Union européenne, je le disais tout à l'heure, parfois elles sont quand même utiles. Surtout, le vrai problème, c'est qu'en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière les normes européennes, il y a toujours une surenchère nationale. Là aussi, on est le champion en termes de ce qu'on appelle la surtransposition. Et derrière ce mot, il y a tout simplement le phénomène tout simple qui fait qu'une directive est déterminée à Bruxelles avec quelques principes fondamentaux. Elle est ensuite appliquée par les États membres et les États membres la transposent dans leur droit national. Et quand c'est la France qui fait ce travail-là, elle en profite toujours pour rajouter 2 fois plus de complexité, pour interpréter toujours d'une manière maximaliste les normes. Vous parliez par exemple du sujet des normes de sécurité sur le secteur aérien. Là, pour le coup, il y a une dimension assez intégrée, notamment parce que l'industrie aéronautique européenne est assez intégrée. En revanche, sur les sujets énergétiques, on a des normes qui sont complètement différentes, alors qu'on a les mêmes principes fondamentaux. C'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans l'agriculture, c'est vrai. Et pourtant, je ne crois pas que ce qui est mauvais je crois pas que ce qui est bon pour un Allemand soit mauvais pour un Français, que ce qui est sûr en Allemagne soit dangereux en France. Donc, il faudrait qu'on arrive à prendre un peu l'exemple du pragmatisme de nos voisins, notamment sur les sujets de réglementation industrielle. Et je pense que ça favoriserait aussi la compétitivité de l'industrie française en Europe. On a un sujet de compétitivité de l'industrie européenne dans le monde, mais il y a aussi un sujet de compétitivité de la France en Europe. Et ça se traite aussi à travers les 3 sujets que vous avez évoqués. Alors,
ce que je dis là ne répond pas exactement à votre question. Je pense que sur la surtransposition, il faut qu'on travaille. On travaille aujourd'hui avec les parlementaires nationaux. On a créé un groupe de travail pour garantir justement que ce phénomène soit empêché. On se donne comme règle de ne jamais aller plus loin que la réglementation européenne. Mais bon, on n'est pas, comme vous le savez, dans la majorité présidentielle et de ce fait, on n'a pas aujourd'hui tous les leviers pour décider. Sur la question des subventions, moi, j'ai demandé à une région de me prendre en stage pour aller pendant une semaine dans leur service chargé des fonds européens pour comprendre ce qui ne fonctionne pas. Le Covid m'a empêché de le faire pour l'instant, mais dès qu'on aura fini avec le télétravail, je mettrai mon projet à exécution parce que je veux pouvoir garantir qu'on sorte de cette situation absurde où des financements européens qui sont destinés à soutenir l'économie de nos régions ne sont finalement pas mobilisés. Et c'est vrai malheureusement dans toutes les régions en France, qu'elles soient de gauche, de droite, on a tous des progrès à faire. Donc c'est un sujet majeur. Monsieur le député, je suis ravi, enfin on est tous ravis, je pense, d'entendre votre message, parce que je peux vous dire que les problématiques que vous évoquez par rapport à aller au côté un peu Monsieur Balzen de la France, si vous voulez, en matière de réglementation, ça fait 10 ans que je le dénonce à Bruxelles, auprès de la représentation de l'État français à Bruxelles, mais franchement, il n'y a pas grand-chose qui a bougé par rapport à ça. Et nos entreprises en souffrent, mais énormément, voilà, aujourd'hui. Et c'est vrai que ce problème crée un problème de compétitivité majeur. Et c'est bien que vous le preniez en compte. Et franchement, je suis ravi de ce disque-là. Et à l'occasion, je vous propose de pouvoir en reparler ensemble. On va passer la parole, si vous le voulez, maintenant à donc, Jean-Michel Boite, donc, de la société Everypol, et installé donc, dans un aussi très beau département qui est le nôtre, qui est celui du Tarn. Donc, Jean-Michel, à toi. Merci beaucoup, monsieur le député. Ravi aussi de pouvoir échanger avec vous. Alors, j'avais préparé une question très technique par rapport à la norme sur les véhicules frigo qui ne rentrent pas dans le champ européen. On ne peut pas faire de série sur les véhicules frigo, sur les remorques frigorifiques. Mais je crois que tout ce qui a été évoqué là est très intéressant. Pour rappeler ce que disait M. Bralé en début de propos par rapport au Kangoo de Symbio. Pour mémoire, Symbio, société grenobloise qui exploitait la pile combustible du CEA, au départ a adapté un prolongateur d'autonomie sur les Kangoo Renault. Et pour rappel aussi, les Kangoo étaient achetés au prix catalogue chez Renault parce que Renault ne voulait pas ou ne croyait pas au développement possible de l'hydrogène en tant que prolongateur d'autonomie. Et pour continuer dans ce droit fil, aujourd'hui, pour la massification des véhicules, il y aurait, nous semble-t-il, une solution transitoire qui serait le rétrofit. Le rétrofit des véhicules, un véhicule diesel, on démonte toute la chaîne diesel, on la remplace par un moteur électrique et on y ajoute une pile à combustible. On sait faire. Le souci que nous entrevoyons, puisque c'est un de nos métiers aujourd'hui, eh bien, c'est que le soft, c'est-à-dire toute l'intelligence du véhicule, est possédé par le constructeur. C'est pas incohérent, c'est normal. Sauf ce que je crains, c'est que la frilosité de nos constructeurs fasse qu'il y ait un blocage au niveau de ce soft, qu'il ne soit pas ouvert, et qu'aujourd'hui, les adaptateurs se cognent, entre guillemets, à ce mur infranchissable de techno, qui fait que si on veut redévelopper un soft sur un véhicule, il y a un an de R&D derrière, et économiquement, on fiche en l'air le modèle économique vertueux. Alors que le rétrofit, me semble-t-il, l'idée de prendre un véhicule qui a 5 ou 6 ans, qui a été financé et amorti, et que l'on fait repartir pour 20 à 25 ans avec une technologie électrique hydrogène, me paraît tout à fait dans le droit fil du développement durable. Et aujourd'hui, moi, je voudrais que vous ayez conscience au niveau Parlement européen du risque que l'on a de ce verrou industriel, de cette fausse protection. Parce que derrière tout cela, quand je vois le dynamisme, on l'a évoqué tout à l'heure, notamment des Japonais, avec qui on travaille, nous, depuis quelques années quand même, je ne crains qu'un constructeur, alors Toyota par exemple, ne voit tout à fait un biais de développement dans leur stratégie industrielle et ne se disent plutôt que de bloquer les choses, on va ouvrir sous licence et on va développer nos véhicules. Après tout, on se laissera le temps de développer des véhicules neufs, mais en attendant,
on aurait cette possibilité. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez un petit peu dans l'idée, cette frilosité, ces blocages que l'on risque d'avoir. Merci beaucoup. Alors, ce serait intéressant de poursuivre l'échange sur cette question parce que c'est une question à la fois importante et en même temps assez discutée aujourd'hui sur le plan européen. La question qui se pose, c'est celle de la viabilité, de la rentabilité du rétrofit. Aujourd'hui, c'est clair que l'idée est extrêmement séduisante parce que ça correspond vraiment à ce qu'on essaye de faire d'une manière générale sur la question environnementale. Au-delà du sujet énergétique, il y a aussi la question de la préservation des matières premières et le fait qu'au lieu de détruire et de remplacer, il vaut mieux faire durer, entretenir, faire monter en gamme ce qu'on a déjà développé. Donc ça, c'est évidemment une perspective intéressante. Ça correspond à ce qu'on voit se développer un peu partout dans des filières très variées. Je pense par exemple au secteur du bâtiment où on a toute une insistance aujourd'hui sur la manière de récupérer alors il y a la question énergétique qui est aussi derrière hein, sur l'alimentation énergétique des bâtiments, mais au-delà de ça, il y a tout le sujet du maintien et de la montée en gamme de l'existant sur le bâtiment. Sur l'automobile, il y a un vrai sujet qui est la rentabilité en réalité. Toyota, en effet, il y a été, mais tous les constructeurs ne peuvent pas forcément se le permettre. Un des paramètres qui me paraît pertinent dans la question que vous posiez, c'est la durée de vie du véhicule après rétrofit. C'est-à-dire, vous partez de l'hypothèse qu'on peut repartir sur 20 ans. La question est, est-ce qu'aujourd'hui, toutes les gammes de véhicules sont adaptées du coup pour ce type d'investissement, lesquels le seraient, dans quelles conditions, avec quel seuil de rentabilité, avec quel écosystème du coup aussi en termes industriels, en termes de maintenance. Donc voilà, j'ai pas d'avis définitif sur le sujet. Je suis parfaitement conscient, disons-le comme ça, des pressions des industriels sur ce point. C'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de l'industrie automobile en Europe de pousser sur cette question, et on comprend très bien pourquoi. Hein. Moi, je ne suis pas non plus complètement dupe, bien sûr. C'est ce qui fait sans doute que la Commission, pour l'instant, n'a rien proposé sur la question sur la question du rétrofit. Mais voilà, encore une fois, moi, le point qui me paraît crucial, si on veut aller au bout de la démonstration, et je serais tout à fait prêt à approfondir la question avec vous, c'est la question de la rentabilité, du seuil de rentabilité auquel ça devient cohérent. Et là, pour le coup, si on pouvait faire la démonstration qu'il y a une rentabilité pour le véhicule individuel, y compris de moyenne ou haut de gamme, ça paraît une piste extrêmement intéressante en termes de politique globale, c'est sûr. Ce que je dis là, si je peux me permettre, juste, oui, on a fait des calculs sur des autocars ici avec Safra, et on arrive à un coût de 250 000 euros. Mais 250 000 euros pour un autocar qui vaut 400 000 euros quand il est neuf, qui a déjà été amorti et financé sur 5 ans, ça permet de repartir avec des économies, bien sûr, puisqu'on fait baisser après les opérations d'entretien, de consommation, et on multiplie les offres pour les clients. Parce que ce que disait M. Bralé, aujourd'hui, on le voit bien, dans tout le monde du transport, on a beaucoup de gens qui veulent y aller, qui veulent avoir des véhicules propres à hydrogène. On nous vend aussi aujourd'hui les ZFE dans les zones de plus de 150 000 habitants. Donc, les zones à faible émission, il va quand même falloir transporter la marchandise dans ces zones-là. Comment va-t-on faire? On ne pourra pas faire qu'avec l'électrique. En matière de mobilité d'autobus, c'est la même chose. On ne pourra pas faire que des réseaux électriques parce qu'on n'aura pas la capacité technique à transporter toute cette électricité dans le cœur des villes. Donc là aussi, la solution, c'est l'hydrogène. Mais ça passe aussi par le rétrofitage. Je pense que… Mais derrière ça, c'est le verrou, c'est le soft. C'est comment les constructeurs vont réagir. Et il faut absolument qu'il y ait des pressions politiques sur les constructeurs en leur expliquant que de toute façon, il n'y a pas 50 solutions si on veut y arriver.
C'est sûr. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a, à mon avis, il y a deux sujets à faire monter ensemble. Aujourd'hui, je crois que ça fonctionne, en particulier sur les bus qui fonctionnent déjà au biodiesel, parce qu'on a des moteurs qui sont adaptés, si je ne me trompe pas. Mais on voit que d'une manière générale, il y a un progrès à faire du côté des constructeurs automobiles. Il y a aussi un sujet d'évolution des moteurs hydrogène eux-mêmes. Et effectivement, on peut espérer qu'en y mettant les moyens, on atteigne des solutions qui soient compétitives. Le point sur lequel je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est que l'électrique ne suffira pas. Ça, c'est certain. Si on veut décarboner la filière du transport, on ne peut pas faire sans l'hydrogène, et y compris en termes de production électrique et de réseau de transport de l'électricité, c'est impossible de faire sans cet atout fondamental que l'hydrogène va représenter pour la décarbonation du transport. Monsieur le député, votre attaché nous klaxonne. Il me dit qu'il faut absolument qu'il parte. Alors, je suis désolé parce que je voulais, Didier Gardinal, qui est ici, qui a présenté son rapport au Conseil économique et social sur l'hydrogène, va s'exprimer. J'aurais aimé que vous puissiez l'écouter, sans forcément appeler de réponse de votre part. Si jamais vous ne pouvez pas, pour une raison de timing, je vous mettrai en relation avec lui, de manière à ce que vous puissiez discuter avec lui et échanger. Donc, Michel, oui. Monsieur le député Didier Gardinal, je vous ai envoyé mon rapport, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais je vous l'ai envoyé la semaine dernière. Donc, on l'a bien reçu en effet, je n'ai pas encore eu le temps de m'y plonger, je suis vraiment confus, mais on l'a bien reçu. Et ce que je vous propose de toute façon, si je dois vous quitter malheureusement, mais j'ai un de mes collaborateurs qui travaille avec moi en commission de l'industrie et de l'énergie qui va rester parmi vous et donc qui pourra suivre votre intervention. Et gardons le contact pour poursuivre nos échanges à partir de votre rapport. Nous, de toute façon, d'une manière très générale, on sera toujours très preneur de tous les éléments d'information, d'analyse, de réflexion, de contribution, y compris très critiques. Il n'y a aucun problème avec ça, bien au contraire, vous l'avez compris, qui pourrait vous sembler utile pour pouvoir éclairer cette question. En tout cas, monsieur le député, je tiens vraiment au nom de tous les participants qui sont là à vous remercier pour votre présence. Franchement, la clarté de vos propos, je pense que vous avez vraiment bien saisi les problématiques que nous avons vraiment sur le terrain aujourd'hui. Bon, j'ai vraiment l'habitude de travailler avec Bruxelles, donc on ne manquera pas de garder le contact avec vous, de revenir vers vous. Avec grande joie. Merci pour votre disponibilité. Et de ce pas, je passe la parole à Didier Gardinal. Et si vous pouvez écouter un petit peu, sinon on comprend très très bien que votre timing est très serré. Merci d'avoir été avec nous. Et voilà, merci infiniment. Merci encore. Merci beaucoup. Voilà. Didier, je te laisse la parole. Non, mais moi, pratiquement tout a été dit par les chefs d'entreprise, parce que quand on les a auditionnés, ils ont mis en avant, pour la plupart, les problématiques des normes, la complexité des appels d'offres, le fait que les aides accordées par l'Europe via les régions ne sont pas décaissées suffisamment rapidement. Moi, ce que j'aurais aimé poser comme question à monsieur le député, c'est que dans notre rapport, on a une préconisation qui concerne l'Europe. Et cette préconisation, elle concerne la protection de nos entreprises par la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Europe. Donc là, j'aurais aimé effectivement avoir une réponse et au moins une tendance. Donc je la pose à monsieur son attaché. Et la deuxième question qui préoccupe aussi en particulier les Français et les Français qui sont sur les territoires, les entreprises françaises sur les territoires, c'est le fait de reconnaître au niveau européen comme au niveau français la production d'hydrogène par la biomasse. Parce qu'il a été évoqué la problématique du prix des 5 euros ou 6 euros, mais si l'on intègre dans le prix de l'hydrogène la qualité de l'air, les bénéfices donc, de cette qualité de l'air, il n'y a pas de particules fines sur la santé, et donc si on le répercute sur le coût de la santé qui est induit par toutes les maladies dues à la qualité de l'air, on va vite faire baisser le prix de l'hydrogène. Voilà, c'est autour de ces quelques questions que j'aurais aimé échanger, mais je me tiens à disposition
J'ai présenté le rapport à une dizaine de ministères là, depuis 3 semaines et je serais content si jamais monsieur le député a une petite demi-heure à consacrer avec ma co-rapporteur à échanger sur ce rapport et sur les préconisations. Voilà, Michel. Ok Didier, merci beaucoup. Bon, donc on va transmettre sans problème. On va se servir donc de la passerelle Émilie qui est en ligne de manière à transmettre, à vous mettre en relation. Bon, je souhaitais vous remercier à tous. On va clôturer donc cette petite matinée ensemble qui était très instructive, très intéressante. Nous avons la chance d'avoir un parlementaire européen très investi, vous l'avez vu, sur les questions à la fois de l'hydrogène et les questions, bon, bien sûr, liées à l'Europe, c'est son job, hein, mais pour en avoir connu beaucoup de parlementaires européens, je peux vous dire qu'on a quelqu'un vraiment qu'on sent au cœur du sujet et qui connaît parfaitement tous les mécanismes. Donc, on va compter sur lui. Je pense qu'on va garder des contacts. On va garder des contacts avec lui pour continuer à avancer sur toutes ces questions-réponses. Sachez que moi, j'ai vécu, vous savez, le démarrage de la SAFRA. Jean-Michel Boite, présent ici, a bien connu ça à l'époque. Quand j'amenais Vincent Lemaire à Bruxelles, parce qu'il n'existait pas de réglementation européenne sur les véhicules hydrogène à l'époque, il a fallu tout créer. Donc, on était sur le démarrage réellement d'une filière. Aujourd'hui, on sent que beaucoup d'acteurs se déploient autour de cette thématique hydrogène. On sent que les questions, bien sûr, se posent. Hein. Il va falloir activer Bruxelles pour avoir les réponses. Mais voilà, mais là, on est sur du concret. Et moi, ça me plaît bien de vous aider, de vous accompagner. Bien sûr, je tiens à remercier toutes les équipes d'EN qui sont là. Merci à Carole aussi et ses équipes qui ont permis d'organiser aujourd'hui cette visio, hein, de vous réunir tous autour de notre député François-Xavier Bellamy. Voilà. Donc, on va clôturer là si vous le voulez bien. S'il n'y a pas de... et donc, n'hésitez pas. Vous avez les coordonnées d'Émile Evic sur la CCI, donc sur la CCIR, et on fera le relais avec notre commission, la commission des affaires européennes, la commission aussi, je dirais, qui est en charge avec Flavien Solaire. Je ne t'ai pas trop passé la parole, Flavien, mais tu as compris que ça carburait au niveau du timing, donc j'étais obligé de faire vite, excuse-moi. et donc derrière, avec Flavien aussi présent pour relayer toutes ces questions. Oui, Didier. Juste, si je peux faire passer un message, et en particulier à M. Bralé, mais ça peut éventuellement intéresser les autres. Vous avez parlé de problématiques d'assurance. Comme c'est mon domaine de compétence, je me suis penché sur le sujet. Donc, M. Bralé, si ça ne vous dérange pas, je peux me permettre de faire des recherches. J'ai trouvé des solutions pour Safra, puisque j'étais l'assureur de Safra. Je suis sorti des affaires. J'ai vendu mes cabinets d'assurance, mais je suis toujours dans des conseils d'administration au niveau national, dans des grands groupes, et j'ai commencé à creuser le sujet. Donc, si jamais vous étiez éventuellement intéressé, je suis complètement désintéressé, moi, par contre, puisque je vous dis, j'ai vendu mes affaires et je suis à la retraite, et je veux bien, puisque je vous dis, on a trouvé des solutions pour Safra, pour les bus, voilà. Donc, complètement désintéressé, je veux que ce soit dit et enregistré. Je peux peut-être vous trouver des éventuelles solutions. Je mets quand même du conditionnel, voilà. Très gentil, merci beaucoup. De manière, Michel, je peux dire 2 secondes. Je t'en prie. De manière anecdotique aussi, par rapport à l'assurance, vous savez qu'il y a des vélos à hydrogène et que ces vélos à hydrogène, on les a fait tourner lors du passage du Tour de France sur le circuit d'Albi. Je venais de prendre un contrat d'assurance avec un assureur qui m'avait mis au défi de trouver des sujets qu'il ne pourrait pas traiter. Et donc, je l'ai appelé pour lui dire « j'ai des vélos à hydrogène à assurer ». Et en fait, il n'a jamais pu les assurer, malgré tous les courtiers qu'il avait cherchés partout en France et en Europe. Et donc, on a fait rouler Michel Drucker sur un vélo à hydrogène sur le circuit d'Albi qui n'était pas assuré. C'est pour ça que j'ai quand même mis du conditionnel. Hein. Mais on a trouvé des solutions pour ça. Vous avez pris des risques parce qu'à l'époque, il n'était pas encore opéré. C'est ça. Il y avait un général à côté, il ne risquait rien. Oui, c'est ça. Bien, moi, je vais vous saluer à tous, vous remercier vraiment d'avoir participé à cette matinée. Merci encore aux équipes. Et puis, on se dit à très bientôt dans nos réunions hydrogène, dans nos groupes de travail pour continuer à avancer sur l'Occitanie. Au revoir à tous. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir. Très sympathique, ça a été Merci. super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut Christian. Merci. Au revoir. Salut, au revoir. Au revoir.